Salut les génies, aujourd'hui on se retrouve pour la première partie de l'immunité innée. On va voir en profondeur les PRR et les cellules de l'immunité innée. C'est parti. Je m'excuse d'avance pour cette petite voix un petit peu cassée. Les boîtes de nuit, vous connaissez, voilà, bref, bonne vidéo. Alors pour rappel, l'immunité innée, ce sont les mécanismes de défense naturellement présents dans l'organisme et directement opérationnels. Pour que cette réponse s'enclenche, il doit avoir reconnaissance de PAMP, donc qui sont toutes molécules comme l'ADN, l'ARN viral, bactérien, lipides, sucre, etc., des motifs microbiens, ou des DAMP, signaux de danger endogènes produits par l'organisme quand il fait face à un danger, qui vont être reconnus, donc PAMP ou DAMP, par des PRR, qui sont donc des récepteurs de motifs microbiens de l'immunité, ou plus largement des récepteurs de molécules plus générales, puisque les DAMP, on a dit, c'est des signaux endogènes, mais quand même reconnus par des PRR. Alors on a 4 groupes de PRR. On a les PRR libres dans le sérum, c'est-à-dire qui circulent dans le sang. Ils ont un rôle dans l'activation du système du complément, d'accord ? On a les PRR membranaires phagocytaires, donc qui vont initier tout simplement la phagocytose. On a aussi les PRR membranaires de signalisation, qui initient la réponse inflammatoire, donc eux ils seront directement à la membrane des cellules concernées. Et enfin le 4e groupe, les PRR cytosoliques de signalisation, qui se trouvent donc dans le cytosol de la cellule, et qui initient eux également la réponse inflammatoire. Donc ces PRR vont reconnaître des classes de molécules, par exemple un type de PRR va pouvoir reconnaître l'ARN viral, mais ils ne reconnaissent pas spécifiquement un pathogène. Par exemple, c'est pas un PRR libre dans le sérum qui reconnaît le virus Ebola. D'accord, je dis n'importe quoi. Voilà, ça n'existe pas. C'est par exemple un PRR X qui va reconnaître tout ce qui est ADN viral. Voilà, donc c'est vraiment une reconnaissance de classe de molécules et non pas de pathogène. Et on verra par la suite, à la fin, et d'ailleurs j'ai fait un petit rap pour vous là-dessus, sur quel PRR reconnaît quel type de molécule. Donc, avant de commencer à parler de l'immunité plus en profondeur, je trouve important de savoir un petit peu, de savoir situer les cellules de l'immunité dans le corps. Donc, les cellules dendritiques et les macrophages ont pour origine bien évidemment le monocyte qui va se différencier. Le monocyte, lui, il circule dans le sang, mais ses descendants, donc cellules dendritiques et macrophages, sont localisés dans les tissus. Le mastocyte réside aussi dans les tissus. Pour ce qui est éosinophiles, basophiles et neutrophiles, ils vont circuler dans le sang. Les NK, eux, sont les seuls à circuler à la fois dans le sang et à la fois dans les tissus. Donc, les cellules qui forment les barrières épithéliales peuvent détecter les microbes. Elles jouent le rôle de barrière, ça me paraît logique, et sont capables de produire des molécules antimicrobiennes. Par exemple, les kératinocytes, qui sont les cellules de la peau, c'est en fait la première ligne de défense, donc ça va être les premières à détecter les pathogènes et à libérer ce qu'on appelle des cytokines, qui vont recruter d'autres cellules. Par exemple, les kératinocytes sécrètent ce qu'on appelle l'interleukine 8, IL8, pour recruter en fait les neutrophiles sur le lieu de l'infection. Lorsque le mastocyte est activé, lui, après infection, lors de la phagocytose, il libère le contenu de ces granules qui contiennent différentes molécules, dont par exemple l'histamine, qui a un rôle dans la vasodilatation, c'est-à-dire la dilatation des vaisseaux, et augmente la perméabilité des vaisseaux sanguins. Donc on les dilate et on les perméabilise. Et ça va servir à un mécanisme très important, ce qui s'appelle le mécanisme d'extravasation leucocytaire, qu'on verra en fin de ce chapitre, qui permet finalement le recrutement des cellules de l'immunité au site infecté pour réaliser leur action. Petit rappel qu'on a vu dans la capsule d'avant, le mastocyte, lui, il a un rôle aussi antiparasite, et ça, il le fait en libérant ce qu'on appelle des protéases, qui sont des enzymes qui digèrent les protéines des parasites. Les éosinophiles et les basophiles. Donc, eux aussi vont libérer des protéases parce qu'ils interviennent dans l'immunité anti-vers parasites. Les macrophages, ce sont des phagocytes dans les tissus, mais ils ont différentes fonctions dépendantes de leur localisation. Par exemple, dans les ostéoclastes, ils permettent la dégradation des tissus osseux.
quand on a des macrophages qui se trouvent dans la microglie du système nerveux central, ils vont permettre le recyclage des débris, etc. Donc, ça, c'est important aussi à savoir. Le macrophage est très polyvalent en fonction de sa localisation. Il a aussi un rôle dans l'initiation de la réponse inflammatoire, bien évidemment, en libérant des cytokines et des chimiokines. D'accord ? Ils sont capables d'activer les lymphocytes T naïfs, que ce soit des lymphocytes TCD4 ou des lymphocytes TCD8. Ils ont un rôle anti-inflammatoire pour modérer l'inflammation et globalement le rôle des macrophages, même hors immunité, même s'il n'y a pas d'infection, c'est simplement d'éliminer les tissus morts. Il faut savoir qu'on distingue deux macrophages, deux types de macrophages. On a les macrophages qu'on appelle M1, qui ont un rôle pro-inflammatoire, ils vont stimuler l'inflammation à travers des molécules comme les cytokines. Et en parallèle, on a les macrophages type M2, qui ont un rôle anti-inflammatoire et interviennent dans la réparation tissulaire. Alors vous allez me dire pourquoi on fait des macrophages pro-inflammatoires et des macrophages anti-inflammatoires ? Eh bien tout simplement, le M2, il est là pour limiter les dégâts qui peuvent être causés par le macrophage M1, puisqu'on le verra, l'inflammation, ça a quand même quelques dégâts sur l'organisme. Les neutrophiles, c'est la première population recrutée au site infecté. Pour rappel, ce sont des phagocytes qui circulent dans le sang. Ils vont libérer des enzymes antimicrobiennes, donc ce sont des protéases, encore une fois, qui se trouvent dans des petites granules. Si vous voulez, en fait, un neutrophile, c'est une cellule comme ceci, avec des petites granules à l'intérieur, comme des petites vésicules, tout simplement. Et dans ces vésicules, on a d'autres petits grains qui sont des enzymes, qui sont des protéases. Voilà. Et quand ils vont libérer leurs granules, ça va libérer les protéases qui se trouvent dans les granules. Voilà. Ils libèrent aussi ce qu'on appelle des DRO, qui sont des dérivés réactifs de l'oxygène. Et ça permet de déstabiliser toutes les molécules qui se trouvent en contact de ces DRO. Voilà. Les DRO, c'est très dangereux, ça peut être très toxique. Les neutrophiles sont des cellules qui produisent beaucoup de cytokines pro-inflammatoires. Ils ont une durée de vie assez courte. C'est pour ça aussi que la réaction qu'ils induisent est relativement courte. Pour leur contenu et leurs petites granules, ils ont deux techniques assez intéressantes. Soit ils vont déverser leurs granules et ainsi déverser des protéases, soit autre chose, vu que ce sont des phagocytes, ils vont pouvoir phagocyter d'abord le microbe et ensuite ils vont libérer le contenu de leurs granules à l'intérieur de la vésicule qui a phagocyté le microbe. Ça, c'est une meilleure technique pour éviter de sécréter des protéases qui peuvent être néfastes dans l'organisme et du coup de les sécréter hors de la cellule, donc en contact avec d'autres tissus de l'organisme. Pour répondre à une question que vous pourriez vous poser, non, ça ne va pas être délétère pour le neutrophile parce que je vous rappelle que quand on fait la phagocytose, d'accord, quand une cellule phagocyte un microbe, il le phagocyte, donc là, si mon espèce de gribouillis c'est le microbe, il va le phagocyter dans une vésicule. Donc c'est les granules qui sont dans la vésicule où est le microbe qui vont libérer leurs protéases et non pas directement dans le cytosol. Donc ça n'est pas délétère pour le neutrophile. Les neutrophiles sont capables aussi de ce qu'on appelle le NET, le Neutrophil Extracellular Trap. Et ça, c'est super ingénieux, j'adore cette technique. En fait, le neutrophile, quand il est activé, en contact avec un microbe donc, il est capable de libérer sa chromatine, d'accord ? Il est capable de libérer son ADN de son noyau dans le milieu extracellulaire, ce qui va piéger les microbes en fait, parce que la chromatine c'est quelque chose d'assez visqueux, donc comme un gros filet qui va venir piéger le microbe. Et de ce fait, les microbes seront un petit peu empaquetés, seront piégés de toute mobilité, et ça sera plus pratique pour les mettre en contact avec les sécrétions type protéase. Nous en venons ensuite aux cellules dendritiques, nos stars de l'immunité. Donc les cellules dendritiques, elles se retrouvent dans tous les tissus, donc dans les organes tissus lymphoïdes secondaires. Et ça c'est important comme on l'a vu la dernière fois, puisque là c'est là où il va y avoir déclenchement de l'immunité adaptative. Elles ont une prédisposition donc à induire cette immunité adaptative, parce qu'elles peuvent présenter des peptides antigéniques, donc des petits bouts de microbes, aux lymphocytes T naïfs. Donc, on dit
qu'elles font le pont entre les deux immunités, entre l'immunité naturelle et l'immunité acquise. Ici, pour que ça soit plus compréhensif, ils ont séparé donc mastocytes, granulocytes, et de l'autre côté, progéniteur myéloïde, ce qui nous paraît logique. Mais si on devait faire un schéma un peu plus large, on pourrait tout simplement mettre cellules souches hématopoïétiques, plaquettes, érythrocytes, et regrouper en fait, si vous voulez, tout ça là, en leucocytes. Alors la phagocytose se déroule en 4 étapes. Petit 1, reconnaissance du microbe par le phagocyte, soit directement par un PRR membranaire phagocytaire, soit indirectement via une opsonine. Alors, une opsonine, c'est quoi? C'est une molécule qui se lie au microbe et qui permet l'induction de la phagocytose en interagissant également avec le phagocyte. Si vous voulez, comme c'est représenté ici sur ce magnifique schéma fait main, vous avez la représentation d'un PRR membranaire, donc qui est bien la membrane phagocytaire parce qu'il induit la phagocytose, et vous avez la représentation d'une opsonisation. Ça, c'est une opsonine, si vous voulez. L'opsonine, elle va venir se coller au microbe qui est en noir, et elle va interagir avec un microbe qui lui est spécifique. Mais retenez que la phagocytose soit initiée directement par un PRR membranaire phagocytaire qui interagit avec le microbe et qui induit la phagocytose, ou via une molécule qui se lie au microbe, qu'on appelle opsonine, et ensuite, elle fait entre guillemets le pont, elle aussi, et ensuite elle vient se lier à un récepteur qui, attention, n'est pas un PRR, mais un autre récepteur qui lui est propre à cette opsonine, et cette interaction induit également la phagocytose. Donc petit 2, on a quoi? On a internalisation dans la vésicule, qu'on appelle le phagosome, voilà, création d'un phagosome. Ensuite, 3, le phagosome est dans la cellule, il va fusionner avec notre joli lysosome, pour faire donc ça fera le phagolysosome, pour phagosome plus lysosome. Et en 4, on aura tout bonnement destruction du pathogène par les molécules lysosomales qui sont représentées en vert ici, que sont les DRO, dérivés réactifs de l'oxygène, les AMP, donc les peptides antimicrobiens, etc., qui sont plein de molécules qui vont nous déchiqueter notre petit microbe, qui vont ensuite être recrachés par le phagocyte. Donc les PRR membranaires phagocytaires. Les membres de la famille des lectines de type C, à savoir les dectines 1 qui reconnaissent du bêta-glucane, qui sont des polysaccharides de glucose. Bêta-glucane situé sur la paroi des cellules fongiques, donc des champignons. Ensuite, on a les MR, dans la même famille, les mannose receptors, qui reconnaissent tout ce qui est ligand manosyllé. Que ce soit champignons, bactéries ou virus, ils vont reconnaître des protéines et des lipides manosyllés. Deuxième famille des PRR membranaires phagocytaires, ce sont les récepteurs éboueurs, à savoir CD36 par exemple, qui reconnaît les lipides bactériens. Et donc tout ça, ça va nous mener à déclencher la phagocytose tout bonnement. Ensuite, les PRR libres dans le sérum. On va avoir comme première famille les colectines, collagenous C-type lectine, avec nos MBLS pour mannose binding lectine. Et là, c'est un petit peu comme les mannose récepteurs. Ça va reconnaître des protéines et des lipides manosyllés. Sauf que cette fois-ci, c'est pas une phagocytose qui est initiée, mais ça va initier la voie des lectines qui se trouve dans le complément. Deuxième famille, c'est les phycolines de 1 à 3. Les phycolines qui reconnaissent des oligosaccharides avec des sucres acétylés. Et encore une fois, on va initier ensuite la voie des lectines dans le complément. Autre groupe, ce sont les PRR membranaires de signalisation. Et on a ce qu'on appelle les Toll-like receptors. En fait, ça s'écrit, si vous voulez, comme ça. Toll-like receptors. Donc nos TLR, qui vont reconnaître un PAMP spécifique, qui va induire un signal, qui va activer un facteur de transcription. En fait, donc, les PRR membranaires de signalisation. Pour les PRR membranaires de signalisation, on a ce qu'on appelle les Toll-like receptors, Toll qui s'écrit comme ceci,
Et alors là, on pourrait trouver sur internet un grand tableau récapitulatif de chaque TLR, par exemple TLR7 qui reconnaît l'ARN simple brin des virus, le TLR8 qui reconnaît aussi l'ARN simple brin des virus, mais qui n'a pas ensuite la même finalité, le TLR9, etc. etc. Mais plus généralement, on a un schéma qu'on retient pour les TLR, c'est celui-ci. Donc c'est pour chaque TLR 1, 2, 3, 4, 5, etc. On a un PAMP, donc une molécule microbienne spécifique qui est reconnue, et la suite se fera comme ceci. Donc un PAMP spécifique est reconnu par un TLR X, ça va induire un signal qui va activer un facteur de transcription qu'on appelle NF-κB. Ce facteur de transcription activé va permettre la libération ou la sécrétion plutôt de cytokines et de chimiokines et de peptides antimicrobiens. Et ça va initier la réponse inflammatoire, tout simplement. Le rôle des TLR, en fait, c'est de véhiculer des signaux qui aboutissent à la production de cytokines pro-inflammatoires et de molécules antimicrobiennes. Et donc ici d'ailleurs, c'est bien des cytokines pro-inflammatoires. On a grosso modo 10 types de TLR qui reconnaissent des classes de PAMP qui sont spécifiques. Certains sont dits polyspécifiques parce qu'ils peuvent reconnaître plusieurs classes de cellules. Par exemple, le TLR4 reconnaît principalement le LPS, qui est un composant de la membrane externe des bactéries Gram-. A l'inverse, le TLR7, lui, va reconnaître les ARN simples brins. Voilà. Chacun reconnaît la molécule qu'il veut. Ces TLR, on les retrouve aussi bien sur les membranes plasmiques qu'au niveau des membranes des endosomes. On les retrouve normalement sur toutes les cellules de l'organisme. Ils sont au niveau des membranes. Les TLR sont spécifiques aux bactéries et aux virus. Donc, ils peuvent être à la fois externes et internes. Donc, à la fois sur une vésicule à l'intérieur d'une cellule, qui a donc une membrane, à la fois sur la membrane externe. C'est vraiment des PRR membranaires, donc sur tout type de membrane. Et pour terminer ces PRR, on a les PRR cytosoliques de signalisation, avec deux familles, les NLR, les Node-like Receptor. On a Node 1, Node 2, qui vont reconnaître un bout, un fragment de peptidoglycane, donc ça c'est au niveau de la structure bactérienne, qui vont induire cette reconnaissance un signal, qui vont induire ensuite l'activation d'un facteur de transcription, etc., etc. Le schéma va se répéter comme pour les TLR. Deuxième famille, ça va être les RLR. Les RLR pour Rig Eye Receptor. Eux, ils vont reconnaître des ARN viraux. Et cette reconnaissance d'ARN viraux, ça va être de l'ARN double parce qu'ils n'ont pas de coiffe, 7-méthylguanosine. C'est comme ça qu'ils vont les reconnaître. Ça va induire un signal qui va induire la production de cytokines pro-inflammatoires via le facteur de transcription IRF3, et là on sécrétera des interférons, soit via le facteur NF-κB et on sécrétera d'autres cytokines. Grosso modo, pour tout ce qui est PRR de signalisation, on retrouve vraiment cette idée de cascade. Je reconnais un PAMP, j'induis un signal, j'active un facteur de transcription et je produis une molécule antimicrobienne. Donc les RLR, RIG-I, ARN qui reconnaissent des ARN viraux, qui reconnaissent en fait des ARN double brin, parce qu'ils n'ont pas de coiffe 7-méthylguanosine. C'est comme ça que ça va induire un signal, induire la production de cytokines pro-inflammatoires, soit par le facteur de transcription IRF3, et dans ces cas-là, on produira de l'interféron, soit via le facteur de transcription NF-κB qu'on retrouve aussi ici, qui produira d'autres types de cytokines. Troisième et dernière famille pour les PRR cytosoliques de signalisation, ça va être CGAS. Donc les CGAS qui reconnaissent de l'ADN double brin, que ça soit viral ou bactérien. Ils vont produire ce qu'on appelle une molécule CGAMP, qui va être en fait produite à partir de l'ATP et du GTP. Cette molécule CGAMP va s'associer à une molécule qu'on appelle STING au niveau du réticulum endoplasmique. Ça va induire l'activation
du facteur de transcription IRF3 et donc la production de cytokines pro-inflammatoires. On retrouve un petit peu quand même le même schéma. Ok les génies, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle clôture entre guillemets notre petite session de 2 capsules sur l'immunité innée. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Ça me ferait plaisir d'avoir vos retours constructifs également. Et je vous dis à bientôt. Salut les génies!